Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dans la clé du mystère, en compagnie de Pierre Bic, nous allons parler de Crop Circle et de ce qui s'est passé au col de Vence. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous allons parler de Crop Circle dans la clé du mystère, aujourd'hui sur Fréquence Évasion en compagnie de Pierre Bic. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour, je vous remercie et je vous en prie. Dans quelques instants, Pierre Bic, nous allons parler des Crop Circle, mais avant, j'aurais voulu qu'on nous revenions sur l'histoire de Trans-en-Provence, sur ce qui s'est passé au col de Vence. Trans-en-Provence, je le rappelle, situé à 10 km de Draguignan. Que s'est-il passé le 8 janvier 1981 ? Ah, c'est une grosse histoire, ça, j'ai pas enquêté moi-même dessus, parce qu'en 81, j'étais pas dans la région, mais il semble qu'il y ait eu, c'était un Italien qui habitait une petite maison avec un jardin. Oui. Et je crois qu'il a eu, lui, carrément un objet qui s'est posé dans son jardin et qui a redécollé quelques instants plus tard. Et surtout, ça a laissé des traces. Et je sais qu'il y a eu pas mal de polémiques parce qu'il y a eu les gendarmes qui sont venus sur place. Il y a eu des scientifiques qui sont venus sur place faire des prélèvements. Et ils avaient trouvé, bien entendu, sur les plantes, il y avait une réaction quand même qui a été causée par cet objet sur les plantes. Des brûlures ? Il y a eu des brûlures, mais il y a eu d'autres prélèvements qui ont été faits. Et toujours pareil, on a eu des résultats longtemps après, ça a traîné. Et ce monsieur a toujours confirmé avoir vu cet objet atterrir. Il y avait bien une trace circulaire au sol. Et l'enquête de gendarmerie à l'époque avait bien donc précisé que quelque chose s'était passé à ce moment-là et au dire de cette personne. Malheureusement, des années plus tard, il y a beaucoup de gens qui après ont fait des contre-enquêtes en disant que c'était plutôt un engin de chantier qui avait laissé ses traces avec les roues. Oui. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu comme je dis. Et il y a bien eu quelque chose qui a dû se produire à ce moment-là, un événement assez rare et exceptionnel, puisqu'on retrouve observation par un témoin, un objet physique et qui laisse des traces. Donc ça, c'est important, ça. Mais visiblement, il n'y avait pas eu de traces de roues. Pardon ? Il n'y avait pas eu de traces de roues. Non, mais c'est ce qu'on a dit récemment. Oui. Alors, on a dit que c'était un engin de chantier qui était passé parce qu'il y avait des travaux, donc il y avait eu des traces laissées par des ouvriers. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes polémiques. Vous avez ceux qui sont pour et contre. Bien sûr. Mais le témoignage de l'époque, je me souviens bien, ce témoin n'avait pas, ne cherchait pas de publicité. C'était quelqu'un de tout à fait banal, je veux dire, excusez-moi l'expression, qui ne cherchait rien, qui a vu, qui a été surpris d'avoir ça dans son jardin. Il a vu, il a entendu, parce qu'il y avait un sifflement aussi. Il cherchait pas de publicité, il n'avait rien à vendre. Je veux dire, vous voyez, c'était le témoin qu'on rêve d'avoir, dans le sens que c'est quelqu'un de banal dans son coin et qui cherche à rester inconnu. Mais quand il s'est trouvé devant ce fait accompli, il a appelé les gendarmes parce qu'il a pris peur lui-même. Et d'ailleurs, c'était un objet circulaire qui n'a pas été détecté par les radars. Je ne sais plus si ça a été détecté ou pas. Ça, j'arrive pas à c'est ce qu'on dit de toute façon sur une vidéo que l'on peut trouver sur Internet. Oui. Non, mais ça, c'est encore... je me souviens pas vraiment si ça avait été détecté ou pas. Mais voilà, ça reste Trans-en-Provence reste un de ces cas, comme d'autres, qu'il y a eu, mais un des cas importants d'ufologie française. Est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations dans la région de Trans-en-Provence depuis ? Alors, beaucoup plus proche
oui, bon, il y a eu bien sûr des observations de qualité même qui ont été faites. Une photo très célèbre, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça représentait, qui a été prise à Flyosk. C'est pris de nuit, on voit un objet, c'est une photo très, très connue, un objet orange-rouge avec de chaque côté des lasers verts qui descendent. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette photo, ça avait fait la couverture de plusieurs livres et même de Lumière dans la nuit. Oui. Et c'est une photo qui a été prise à Flyosk, et c'est un médecin qui l'avait laissé dans une enveloppe sur le pare-brise d'une voiture qui portait un macaron de Lumière dans la nuit, vous voyez. Et qu'est-ce qu'elle représentait, cette photo? Donc vous voyez, c'était pris de nuit, hein. C'est un objet rouge orangé, vraiment la forme sous-coupique, avec des pattes de chaque côté, mais en forme de laser vert. Oui. Photo très célèbre, hein. Oui, oui. Et il y a eu aussi, très célèbre aussi, Saint-Vallier. Ah oui. Donc qui a fait la une. Saint-Vallier-du-Thiers. Voilà, dans les Alpes-Maritimes, donc à côté de Moigny. Grasse, oui, c'est pas loin de J'ai eu là. la chance d'enquêter, de retrouver le témoin, parce qu'il faut savoir que c'était une enquête à l'époque, très peu de gens savaient qui c'était un médecin. Ça avait fait la couverture d'un des livres de Jean-Claude Bourré. Oui. Une des photos, parce qu'il y a eu 6 photos qui ont été prises, et ça avait fait la une aussi de Paris Match. Donc c'était un cas très important, c'était des lumières sur une montagne, et j'ai eu la chance de retrouver ce témoin il y a 2 ans. Et j'ai eu la chance de voir les autres photos qui n'avaient pas été montrées au public. Ah d'accord. Et donc j'ai retrouvé ce témoin qui est toujours là, qui tout va très bien et qui m'a raconté beaucoup plus que ce que l'on pouvait imaginer, bien sûr, dans la presse de l'époque. Et ça, c'est un cas en 75, donc janvier 75, qui était béton, parce qu'il y a quand même 6 photos, mais après il faut rentrer dans l'histoire. Plus récemment, dans les années 70, il y a eu après, plus proche de nous, le col de Vence, qui lui s'est avéré être aussi un petit monument dans ce milieu-là, mais bon, encore une fois, il faut être très vigilant, et c'est grâce à la persévérance de certaines personnes qui sont restées sur place pendant des années qui peuvent vous en parler un tout petit peu, oui, oui. dont je fais partie. Mais donc il y a quand même, oui, des cas importants. Il y a eu l'affaire de Montauroux aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Où Monsieur Guittarade avait fait une enquête aussi. On avait retrouvé un matin des arbres qui étaient complètement tournés sur eux-mêmes. Oui, torsadés, quoi. En 74, je crois, c'est Montauroux, c'était tout un bout de forêt où tous les arbres étaient torsadés. C'était, il y avait eu quelque chose, un phénomène, alors que les météos étaient excellentes. Il y a eu pas mal de gros cas comme ça dans la région, du Var, des Alpes-Maritimes, qui fait que ça reste on va dire, tant pis des mystères du ufologie française, quoi. Et qu'est-ce qui s'était passé au col de Vence, finalement? Ce qui s'était passé, c'est difficile à dire. Vous savez, moi j'ai débarqué là-bas en 78. J'étais assez jeune, donc j'avais entendu parler par Guittarade, qui est un écrivain célèbre dans le monde ufologique. Dans les années 60, il avait fait plusieurs livres. Et lui, s'était spécialisé dans tout ce qui était toutes les pierres un peu bizarroïdes, vous savez, toutes les pierres romaines, les dolmens, toutes ces anciennes pierres. Donc, il avait fait un ou 2 livres aussi sur les ovnis dans le monde. Et il avait cité dans un de ses chapitres le col de Vence, puisque là-haut, il y a beaucoup de pierres très mystérieuses, hein, qui sont faites en fait par le temps, hein, le vent, la neige, le sable. Vous imaginez, ça fait des formes dans les pierres, très spectaculaires. Et il parlait qu'il y avait eu, que les Anglais avaient cité que la ville de Vence, qui avait été survolée par des ovnis. Je ne veux pas dire de bêtises, mais la date c'était 1780 et quelque chose, on va dire. Et forcément, le col de Vence étant juste au-dessus, c'est un endroit très énigmatique et magnifique, puisque ça domine toute la côte d'Azur, on voit de l'Italie jusqu'à Cannes. Donc on peut voir même la Corse, enfin le reflet de la Corse par certains jours, donc c'est beau. Et donc il avait cité, et puis voilà, et puis moi quand je suis arrivé en 78, j'étais pas prédestiné du tout à cet endroit-là. Je sais pas pourquoi, j'étais très jeune. Je suis tombé amoureux de l'endroit parce que déjà, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de magnifique. Et pendant 15 ans, donc, je suis monté, je n'avais pas mon permis, donc c'était des amis qui me montaient régulièrement. Et pendant 15 ans, il s'est passé des petites choses, mais sans, on va dire, j'avais pas assez d'expérience pour pouvoir exprimer ma certitude. Donc pendant 15 ans, il ne s'est rien passé. Jusqu'au, donc, j'ai été récompensé 15 ans plus tard. Le 5 mars 1994, j'étais en compagnie de mon fils, âgé de 7 ans, un réalisateur de TMC, Télé Monte Carlo, moi-même et de ma femme. Et c'était une très belle nuit, 5 mars 1994, on imaginait 15 ans qu'on montait parce que c'était devenu une passion de monter, de regarder les étoiles. On n'avait pas d'autre a priori, on se disait, il n'y aura jamais, bon, de toute façon, les ovnis, c'est là ou c'est pas là, quoi. Ouais, bien sûr. Et d'un seul coup, à 23h,
C'est ma femme qui remarque 2 lumières très curieuses au-dessus de la montagne, qui étaient d'une puissance extraordinaire, on va dire 3 fois la taille de Vénus. Bon. Ah, quand même. Tout à fait, ou de Jupiter le matin, c'est énorme, c'était comme un phare, et 2 lumières superposées, à la verticale, et ça bougeait pas, et puis ça crevait le ciel, quoi. Il n'y avait pas de souci, là on avait compris qu'il y avait un truc qui se passait, et d'un seul coup, 30 secondes plus tard, ça s'est mis à pivoter et à monter en venant vers nous, et c'est là qu'une troisième lumière est apparue, plus petite, et on devinait un triangle gigantesque. Et bon, moi je suis assez honnête de dire que j'ai comme un imbécile, j'ai couru pour prendre des jumelles, que ça servait à rien du tout parce que le spectacle était magnifique. Ma femme a vu la plateforme, elle voyait une masse noire passer devant les étoiles. Moi je suis honnête, je ne l'ai jamais vu. J'étais trop bête à prendre mes jumelles, à essayer de regarder à travers mes jumelles, et j'avais même pas rentré ce triangle dans les jumelles tellement c'était immense. Et j'ai jamais vu cette plateforme, malheureusement j'ai perdu du temps. Ça a duré 2 minutes 30, ce qui est très long. Très très long et très court. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à bout de bras, donc pour vous dire un petit peu comme c'était gigantesque, à bout de bras, entre le pouce, ça faisait 10 cm à bout de bras, entre chaque lumière. Ah, quand même, oui. Je sais pas si vous imaginez à bout de bras, donc faites un triangle à 10 cm, c'est un stade, quoi. Et on se disait à quelle distance ça se trouvait, on prend le risque de dire à 1 km, ça vous donne des côtés de 100 mètres. C'est sûr, si vous dites 2 km, 200 mètres. Et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose complètement... C'était... voilà, on n'en revenait pas. On s'était dit, ça y est, on a vu ce qu'on attendait depuis 15 ans, on va dire, peut-être pas sous cette forme-là. Et le lendemain, je suis allé voir les gendarmes, j'ai fait une déposition parce que je me suis dit, un truc comme ça qui vole au-dessus de la 5e ville de France, ça se remarque. J'étais étonné de ne pas avoir d'avion. Vous voyez, l'armée est débarquée. Et l'histoire du Col de Vence a été médiatisée à partir de ce moment-là, puisqu'il n'y avait jamais eu d'article de presse à ce niveau-là. Et les gendarmes ont pris ma déposition, celui-là du réalisateur aussi. Et malheureusement, il y a une fuite, puisque les gendarmes avaient promis qu'il n'y avait pas de fuite, et il y a une fuite, et l'AFP s'en est saisie de l'affaire. Et ça a explosé à ce moment-là, ça a fait tour du monde, ça a été amplifié dans les journaux, j'ai été invité sur des plateaux de télé pour raconter, alors que j'avais vu juste, on peut dire entre guillemets, ça, ce qui était déjà pas mal. Et je ne comprenais pas pourquoi ça prenait autant d'importance à ce moment-là. Et vous savez qu'il y a dans la presse, c'est comme tout, il y a des moments où vous pouvez parler d'ufologie, tout le monde s'en fout, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi vous en parlez, ça va faire la une. Voilà. C'est sûr, Ça fait partie, il n'y a pas que ça, et malheureusement, il y a d'autres faits divers plus graves. Comme j'ai toujours dit, des fois, il y a des maîtres d'enfants qui passent 3 lignes, et puis pourquoi un maître d'enfant, d'un seul coup, va faire la une des journaux pendant 3 mois. Vous savez, on ne sait pas, c'est mystérieux. Et je suis tombé dans ce créneau-là à ce moment-là, et le Col de Vence a éclaté à ce jour-là. Dans le monde médiatique, je parle. Que ce soit presse, radio, télé, et ça n'a pas été depuis. Et puis ensuite, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Avec l'amplification d'Internet, et ben maintenant, le Col de Vence est devenu, on va dire, un lieu, il faut être quand même vigilant, un lieu où il se passerait des choses. Alors, on a revu ce phénomène en 96, 2 ans, un jour et demi plus tard, et on l'a revu en 98. Voilà. C'est cyclique, alors? Je sais pas, la dernière fois qu'on l'a revu, c'est en 99. Donc, vous voyez, ce triangle, on l'a plus revu, il faut être très patient, quoi. Est-ce qu'on a des hypothèses? Quelles sont les hypothèses, tout au moins? Les hypothèses, moi je suis embêté, c'est je me demande comment un truc comme ça peut se balader et qu'il n'y a personne qui réagit. Vous voyez un petit peu si vous vous amusez à pénétrer l'espace aérien d'un pays, vous êtes tout de suite attaqué, quoi. Oui, tout à fait, oui. Là, je me demande ce truc, ce qu'il foutait là et que personne n'a réagi. Ça, c'est ma première question. On se fait envers. Alors, toujours pareil, quelle est la distance? Mais encore une fois, je vous dis, ça ne peut pas être dans l'espace profond parce que ça donnerait un truc gigantesque et puis tout le monde le verrait. Je sais pas, il y a comme des télescopes, il y a des radars. Et donc là, mon hypothèse, c'est que c'était quelque chose qui n'est pas, on va dire, si c'est humain, ben c'est balèze, quoi. Est-ce que ça pouvait être perçu par certaines personnes et pas par d'autres? Alors, très bonne question. Je me suis toujours dit, tous les ovnis que nous avons vus au Col de Vence, on a eu quelque chose encore l'autre jour, oui, ça tombe bien, 2 juin 2010. Je vous donne un exemple, c'est plus le triangle qu'on peut voir, c'est à 23h06, on a vu un phare dans le ciel au-dessus de la montagne, un phare, un phare. C'était tellement puissant qu'on ne comprenait pas ce que c'était. Ça a duré 45 secondes. En fait, on est arrivé au Col de Vence, donc on a pris la fin du phénomène. On regrette énormément, puisque vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des caméras night shot, qui sont beaucoup plus sophistiquées qu'à l'époque.
aujourd'hui on peut filmer de nuit sans problème. Oui. Et donc j'essaie de filmer malgré moi ces phénomènes, j'arrive pas, donc vous voyez c'est pas sur commande, et ce phénomène quand on est arrivé au Col de Vence le 2 juin, il y avait cette lumière, c'était un spot, c'était énorme, ça représentait à peu près une pièce d'un centime d'euro à bout de bras. Ah, d'accord. Oui. Imaginez, Ouais. c'était un blanc lumineux et ça, c'était, ça, si vous voulez, c'était, ça scintillait. Logiquement, quand ça scintille, ça veut dire que ça produit sa propre lumière. Oui. Hein, quand vous regardez une planète, elle ne scintille pas, une planète, Ouais. le soleil reflète dessus. Ouais. Et une étoile scintille en partie parce qu'elle diffuse sa propre lumière. Et c'était pareil pour les triangles. Les triangles, les lumières scintillaient. Donc c'était pas la réflexion d'une lumière sur un objet. Oui, d'accord, oui. Normalement, hein, je suis pas là-haut pour le vérifier. Et donc ce spot qui était dans le ciel, voilà. Et donc on pourrait penser de Esdalen, vous connaissez Esdalen, Oui. Belge, où depuis 40 ans il y a des lumières bizarres qui se baladent dans une vallée. Il vous dit pas que là aussi c'est encore un couloir chargé de plasma, électricité, je ne sais pas quoi, qui fait que ou autre chose, qui fait qu'il y a un couloir ou toute forme de lumière, de choses qui se baladent et on n'a pas encore pris le sérieux scientifiquement d'étudier ce qui se passe. Alors ce qui est très curieux, c'est que le phénomène que vous venez de me décrire, j'ai une voisine ici, nous sommes dans le Gard, qui a vu à peu près la même chose. Moi j'ai rien vu du tout, mais elle m'a fait la même description que vous venez de me faire. Alors attention de ne pas confondre avec les noces. Vous savez, depuis les années 90, les Américains ont lâché des trios de satellites qui forment un triangle rectangle. Très difficile à apercevoir. Attention, c'est 3 petits points, 3 satellites qui se promènent. Donc les noces, c'était des satellites espions qui permettent de repérer tous les bateaux de guerre en mer. Enfin, c'est ce qui est dit. NO2S. Et si vous voulez, donc c'est très surprenant. On peut les voir par des nuits très claires. Il y a des sites qui vous les annoncent, donc vous pouvez les apercevoir. C'est très impressionnant. C'est très petit, très faible, mais quand vous voyez le truc, on s'imagine de suite une masse au milieu avec un triangle. Il faut bien préciser que nous, ce qu'on a vu, c'est quand même des phares. Et ben, cette personne-là me parlait d'un phare, justement, qui scintillait. Voilà, vous avez une lumière qui est assez imposante, une moins et une troisième. Et si vous voulez, c'est en plus, ça paraît fixe. Vous verrez jamais, logiquement, un satellite apparaître fixe pendant 30 ou 40 secondes et d'un coup se mettre en marche. Un satellite traverse le ciel, il va disparaître avant l'horizon puisqu'il traverse la couche, vous savez, la zone illuminée par le soleil, il rentre dans la zone d'ombre. Donc on a l'impression qu'il s'éteint pas, c'est qu'il est reflété par le soleil, il rentre dans la zone d'ombre de la Terre. D'accord. Que ces objets-là que nous avons vus, nous, c'est des lumières puissantes. Comme vous voyez un peu des avions, quand vous mettez en face d'un aéroport, vous voyez de nuit les avions qui se préparent à atterrir, des fois on voit cette lumière scintillante. Vous avez remarqué pendant 1 minute, on fait qu'est-ce que c'est? En fait, qui vient vers vous. C'est le même type de lumière, voilà. Il y a de nombreuses observations justement dans les Alpes de Haute-Provence et notamment dans la Montagne Noire. Oui, je sais, Cheval Blanc aussi, la montagne, il y a Jossier, il y a la fameuse histoire, j'ai oublié le nom du village, pas loin de chez nous non plus, où il y a eu l'affaire Humeau. Oui. Ça a démarré par là-haut aussi. Les Alpes de Haute-Provence aussi ont été pendant des années le théâtre de phénomènes assez incroyables. Toutes ces régions montagneuses, de toute façon. C'est sûr, C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Pierre Bic. Nous revenons dans quelques instants. On marque une pause. À tout de suite. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour dans la clé du mystère, toujours en compagnie de Pierre Bic. Nous parlons de crop circle, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené justement à enquêter sur ce genre de phénomène? Alors oui, c'est très curieux, c'est qu'à un moment donné, quand vous passez tant d'années sur un site, comme le Col de Vence, vous dites, on a envie de changer un peu. C'est un peu normal parce qu'on ne veut pas se polluer la tête tout le temps avec ça. Et je ne savais pas trop quoi chercher. Parce qu'il y a déjà des voyages, des finances et du temps, c'est pas évident. Et les crop circles, j'en ai entendu parler depuis 20 ans.
Ça m'intéressait pas du tout. J'étais forcément convaincu que c'était fait par l'homme. J'avais vu ça à travers pas mal de revues. Et j'étais pas du tout intéressé. Et c'est un jour un monsieur qui vient me voir, qui s'appelle Jacques Garnier, qui m'apporte, qui débarque de Nantes, qui m'amène, qui avait fait qui avait fait des recherches, il m'avait apporté 3 tomes énormes sur les crop circles, sur leurs dessins, sur leurs photos. Et j'ai regardé ça comme ça par curiosité. Et je sais pas, vous savez, ça fait partie du mystère, on aime, on n'aime pas, hein, c'est la vie. Je sais pas, j'ai trouvé ça d'un seul coup attirant, une envie d'y aller. Et donc en 2003, c'était en octobre 2003, je me rappelle toujours, j'étais monté à Londres. En fait, pas pour voir les crops, hein, j'avais pas prévu. J'étais monté avec ma femme, on était voir un concert, un très grand groupe célèbre qui s'appelle Santana, qui existe toujours aujourd'hui. Et on avait quelques jours devant nous, on s'est dit, on va visiter Stonehenge. Oui. Le sort de Londres, en octobre, il n'y aura pas trop de touristes, on a loué une voiture, on est allé voir Stonehenge. Et comme on était à Stonehenge, on va visiter Avebury et Silbury Hill, qui sont des sites mégalithiques où se passent les crop circles, et on a en même temps visité. Et l'office de tourisme nous a dit, mais il reste encore des anciennes traces de cet été de crop circle, donc on a été voir, et j'étais très surpris de voir effectivement des traces des crop circles de l'année 2003. Oui. Et le fameux soir, ce premier soir, je cherchais un pub, parce que j'avais lu dans un bouquin que j'avais acheté des livres entre-temps, c'était le rendez-vous de tous les gens passionnés des crop circles. C'est un pub qui s'appelle le Bargin à Hatton Barnes, qui est le lieu sacré des crop circles, puisque c'est là où la majorité des crop circles du monde entier sont aperçus ou créés, on va dire, autour de ce village, hein, parce que c'est là où il y a les plus grands champs d'Europe. Oui. Et je cherchais, ma femme conduisait, on était une petite route de montagne, je prends ma caméra, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, tiens, je vais filmer l'arrivée au village. Et c'est une manie que j'ai à travers le pare-brise. Et au moment où je déclenche ma caméra et on commence à descendre vers le village, apparaît dans le ciel, devinez quoi, un triangle, col de Vence, entre guillemets. Oh. Ah, pareil, oui. Et j'hallucine parce qu'en fait, moi je vois ce que je suis en train de filmer, je crois pas, mais j'en crois pas, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ma femme dit, mais se rassure en disant que c'est l'armée. Ouais. Moi je dis, mais c'est pas l'armée, on conduit, c'est pas évident, parce qu'on conduit à gauche, hein, donc c'est pas évident, en Angleterre, il faut avoir les yeux sur la route, il y a un peu de trafic, donc on gêne, parce qu'on ralentit, je dis à ma femme de ralentir, et on a ce triangle qui se balade là au-dessus des champs. Oui. Et je vais me rendre compte réellement, quand j'arrive dans le pub, j'en parle aux gens, je monte les images, ils me disent ça arrive souvent, mais j'avais toujours pas réalisé ce qui m'était arrivé. Ça rentre en France en regardant sur un grand écran de contrôle, que je m'aperçois qu'on voit très bien le nuage, qu'on voit très bien le sol, qu'on voit la route, et on voit cet objet triangulaire énorme qui se balade au-dessus des champs, enfin à une certaine hauteur en ciel, et qui va ressembler étrangement à ce qu'on avait vu, nous, au col de Vence, qu'on n'avait pas pu filmer. Donc c'est là que je suis tombé amoureux du lieu, j'ai fait la corrélation entre les deux sites, et j'ai dit, je me jure de revenir maintenant en été, et je suis revenu en 2004. Et vous voyez, certains diront, quand même incroyable la chance que j'ai, j'arrive dans un endroit où je connais pas, et tac, premier sort, après, les gens imaginent ce qu'ils veulent imaginer, mais c'est un hasard complet. Je suis revenu en 2004 et depuis, j'ai pas arrêté d'y aller 2-3 fois par an. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, on va décrire qu'est-ce que c'est qu'un crop circle. Oui, un crop circle, donc il y a plusieurs noms, passion, hiéroglyphes. C'est vrai que c'est donc dans des champs de blé, principalement. En début d'année, vous êtes dans le colza. Et même dans le maïs en fin d'année, c'est plus compliqué. Ce sont des dessins magnifiques. Donc c'est en cercle géométrique. Qui chaque année donc arrivent dans les champs de blé. C'est des formes géométriques d'une complexité énorme. Il y en a qui font 25 mètres de diamètre, 100 mètres de diamètre, 50 mètres de diamètre, en plein milieu des champs. Et ce qui est incroyable à ce niveau-là, c'est que c'est joli vu du sol, mais c'est fait d'une façon que c'est encore plus beau vu d'en haut. Donc c'est vrai que les gens, ou pas les gens, mais peu importe qui, ce phénomène qui crée ce crop circle, ou ces crop circles, font en sorte que la beauté sera vue d'en haut. Alors il faut préciser que 99% de ces crops sont faits la nuit. En quelques minutes, voire en quelques heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, en été, en Angleterre, est courte, elle dure 4 heures. Normal, hein, vers 4h30, là en ce moment. Donc, ceux qui font les crops ont 4 heures maximum, voire même moins, pour faire un crop de cette envergure. Mais c'est fait d'une façon que
Oui, oui. C'est ça qui est complètement fou. Et il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace de pas. Vous savez que quand il y a eu des crops qui ont été crop circle, il ne faut pas dire crop, crop circle, qui ont été faits quand il pleut. Il faut savoir que quand il pleut et quand vous marchez dans les lignes de tracteur, c'est de la boue. Oui, oui, oui. Il y a des traces de pas. Or, il y a des crop circles qui ont été formés par des nuits entières où il pleuvait. Et aucune trace de pas a été observée. Oui, parce que finalement, il y en a eu... J'ai fait une émission avec Sylvie Simon il n'y a pas longtemps, qui me disait, oui, il y a eu des faux crop circles, mais on voyait des pas, c'était très mal fait, les blés étaient couchés, enfin bon, et comme elle a dit, il y en a très peu. Donc, on représente à peu près 80 de faux et 20% de vrais. Mais voilà. Parce que 20% de vrai, c'est énorme. Ouais. Quand on dit de vrai, ça veut dire quoi? Si vous voulez, sur un faux, vous verrez que quand vous voyez des tiges de blé couchées, toutes les tiges ont une petite marque vers le bas de la tige, un petit trait blanc. Donc ça serait la marque d'une planche. Vous savez, on avait démontré une fois, on avait dit qu'il y avait deux petits messieurs qui faisaient des crop circles à l'aide d'une planche et des cordes, avec une corde autour de leur cou, et vous avez une planche, et vous abattez le blé en marchant, en aplatissant avec la planche. Or, on voit ces petits traits blancs, on va dire que c'est une fabrication mécanique. Vous voyez, en touchant le blé, ça casse la tige vers le bas. Et on voit ces petites traces. Dans le vrai crop circle, il n'y a pas de ce genre de traces. D'accord? Il n'y a pas de traces humaines quand il a été découvert. Aucun signe extérieur d'intervention. Ça, je veux dire. Dans les faux crops, il y a tout, on retrouve les signes extérieurs d'une intervention humaine. Oui, là dans les 20% qui restent, c'est, comme je vous dis, il pleut. Vous avez un crop qui va apparaître d'une complicité incroyable. Il n'y a aucune trace de signe de l'intervention humaine, on va dire. Oui, parce que les faux, entre guillemets, Sylvie Simon me disait que les blés étaient couchés, enfin c'était assez grossier quand même, et les formes géométriques étaient pas si belles, ça n'avait rien à voir. Non, je le dis parce que il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, oui, non mais c'est fait par l'homme, etc., etc. Il faut faire la différence entre ces faux, et qui sont très grossiers, et avec des traces de pas, etc., etc. Et il paraît que les blés s'il s'agit de blé, c'est tressé, c'est très très bien fait. Après, bien sûr, ça évolue. Je veux dire, c'est de l'art moderne. Oui. Ça évolue. Donc après, il y a des complicités dans le centre du crop circle. Vous avez le blé complètement torsadé, tressé. C'est une beauté. Donc je veux dire, c'est vrai qu'il y a des. Mais et puis quand vous prenez un petit avion de tourisme ou un ULM léger, vous voyez d'en haut que c'est fait d'une façon qu'il y a des ombres, tout est respecté. On se demande comment c'est fait en pleine nuit du sol, comment est-ce que les gens arrivent à recréer la beauté du crop circle pour une vue quand vous êtes en train de voler. C'est hallucinant. Alors bien sûr, ça reste un mystère. Il y aura toujours des faux parce que l'humain, faut quand même pas oublier que c'est une manne financière sur place. C'est devenu une manne financière. Malheureusement, moi je pense qu'il y a eu des vrais crop circle au départ. Et bien sûr, ça a amené des touristes du monde entier pendant le juin, juillet, août. Ça remplit les hôtels, les pubs, il y a des tours qui sont organisés, les hélicoptères ils marchent à plein régime, vous voyez, location du LM. Donc c'est une manne, ça amène énormément d'argent, plusieurs millions d'euros au village. Donc c'est vrai qu'on pourrait suspecter une connivence entre les fermiers, parce qu'il faut quand même savoir que il y a beaucoup de fermiers qui sont contre, parce que ce sont des terrains privés, il ne faut pas l'oublier. Quand vous surprend dans un champ, il y a 2 ans un fermier qui a été arrêté parce qu'il a tiré sur des gens. Ça quand même énerve certains fermiers. Il y en a d'autres qui sont pour. Alors ce qu'ils font, ils mettent une tirelire à l'entrée du champ. Ils vous demandent de laisser, parce que il faut savoir qu'un crop circle fait à peu près entre 5 et 10 000 euros de dégâts. Oui, quand même. Donc ils demandent aux visiteurs de respecter les lignes de tracteur, de ne pas couper à travers champ, et de mettre une pièce. Donc en général, c'est 1 livre, 2 livres, donc 5 euros, et ça lui permet de rembourser le dégât. Donc vous voyez, des gens qui sont là, on pourrait dire bon, ça va, mais vous voyez, il y a quand même, on pourrait se douter, il y a les photographes qui font beaucoup d'argent avec, il y a qui vivent de ça, je veux dire, toute l'année. Bon. De toute façon, c'est pas pour autant que le crop circle n'existe pas et n'est pas fait par une source extérieure. Un des plus grands mystères, faux ou vrai, pourquoi on ne les chope pas? Oui, c'est ça. C'est facile à choper, vous savez, chaque année on sait où ils apparaissent, il suffit de mettre une armée de gendarmes bien planqués où il faut,
qui vont faire ça que pendant 3 mois à attendre ce qui se passe quelque chose dans le champ, avec des jumelles infrarouges, et ils chopent. Hein. De toute façon, il n'y a qu'une équipe qui a été chopée en 30 ans. Vous voyez, il y a quand même un mystère. De toute façon, s'il n'y a pas de traces extérieures, et on peut pas, de toute façon, dire que c'est des faux. On peut pas dire que c'est l'être humain qui a fait ça. Et de toute façon, moi, quand je rentre dans un crop circle, je me pose pas la question si c'est faux ou vrai. On est bien. Il y a quand même un mystère qui fait, comme je vous disais, j'étais contre les crop circles pendant plus de 15 ans. Il y a un mystère qui fait que vous rentrez dedans. Ouais. Et vous êtes bien. Vous savez, quand je dis à des gens, je vais passer 3 semaines dans des champs de blé en Angleterre, ils me prennent pour un barge. Ouais. Et quand je vais que dans les champs une journée, mais qui se foutent pendant 3 semaines dans les champs. Mais ils comprennent. C'est le phénomène que tout le monde reçoit quand vous arrivez là-bas. C'est comme une drogue, vous ne pouvez plus vous en sortir. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Vous revenez un peu à la terre, vous savez, l'odeur du. C'est magique. C'est magique. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas expliquer. Et tous les gens qui sont attirés, il faut vous êtes rentré dans un crop circle. Vous avez du mal à dire je reviendrai plus. Il y a un mystère qui fait que vous restez là-dedans. Et donc, comme je disais, vrai ou faux, ce qu'il faut savoir, il y a une histoire qui disait qu'au départ, les crop circles étaient faits par l'homme pour attirer le paranormal. Oui, oui. Il s'était rendu compte qu'en faisant ceci, il se passait des choses, comme les fameuses boules blanches, de jour comme de nuit. Ouais. Et malheureusement, ça a échappé à certains, et beaucoup de gens maintenant font des faux qui sont très bien faits pour attirer le paranormal, comme il y en a peut-être d'autres qui font pour faire de l'argent. Mais à l'origine, ça serait ça. Mais il y a toujours eu des vrais crop circles, entre guillemets, aussi. Hein. Et visiblement, certains crop circles délivreraient ou sembleraient délivrer des messages. Alors il y en a qui annoncent, bien sûr, des choses, et il y en a qui reproduisent certaines choses aussi qui sont dans le monde, comme les planètes, les constellations, les futures positions des planètes. Donc il y a des choses, annonciateurs, des messages annonciateurs à travers les crop circles. Donc, certains disent que l'humain ne peut pas savoir. Hein. Donc il y a quand même, c'est vrai, des messages interprétés. C'est quand même très complexe et c'est fait par génie. Il y a certains crop circles, c'est vraiment, il faut être un génie. Comme on a dit, à un moment donné, il y a un certain crop qui est apparu, le fameux 409 cercles en 2001, à 1000 kills. Il y a eu 409 cercles qui ont été faits dans la nuit, il pleuvait, donc bien sûr aucune trace n'a été retrouvée. Et il fallait une armée d'ordinateurs, une armée de personnes pour faire un cercle. On avait calculé qu'un cercle, il fallait, je vous donne un exemple, il fallait 2 minutes ou 1 minute, et pour faire 409 cercles, c'était pas possible de les finir avant 4 heures du matin, et il fallait une armée de personnes pour les faire. Or, aucune voiture a été vue, il n'y a aucune trace humaine, et c'était le plus beau qui est apparu à ce jour. D'après Sylvie Simon, on en a discuté longuement, on a fait une émission d'ailleurs l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, sur les crop circles. Elle est persuadée, que ça vient d'une source extérieure. Elle dit d'accord, il y a des faux, c'est très grossier, on s'en aperçoit tout de suite, mais pour elle, et pour Jacqueline Bousquet aussi, ça vient d'une source extérieure. De toute façon, il y a quand même, vous savez, il y a l'armée qui est pas loin. Il faut savoir qu'il y a donc on peut parler des fameuses boules blanches. On n'est pas convaincu. Moi, je vous dis, je suis partagé parce que c'est toujours pareil. Mais vous avez l'armée qui semble être intéressée par ces crop circles parce qu'on les a vus les survoler. On a même des vidéos où on voit des lumières dans les champs très suspectes, d'accord, en plein jour. Donc ils sont au courant de quelque chose. Nous-mêmes, on a entendu parler de ces fameuses boules blanches. C'est des boules blanches qu'on voit autour, dedans, pendant les crop circles. Moi, j'ai été témoin une nuit en 2005, j'étais sur une colline, on était une dizaine, on a vu une lumière suspecte dans un champ, une boule de lumière arrivée, alors qu'il n'y avait pas de route, elle s'est arrêtée, elle est repartie et s'est éteinte. Alors si c'était un véhicule, il est obligé de faire demi-tour. Tout à fait. Non mais il y a des évidences, dans le paranormal en général, qu'il faudrait peut-être arrêter de nier et aller plus en avant dans la recherche. Pour vous dire, cette lumière, quand elle a disparu, le lendemain on est revenu, il y avait un crop circle dans ce champ. Alors, ce qui n'était pas logique, on n'a pas entendu de bruit de moteur, et comme je vous disais, une lumière, il faut 2 phares, et elle est obligée de faire demi-tour. Bien sûr. Tourne. Et là, il n'y a aucun chemin, il n'y avait aucune trace de voiture, il y avait un crop circle. Et nous-mêmes, on a vu des boules blanches en plein jour, les dernières, on les a filmées, elles sont dans un film qu'on est en train de produire, et on a vu ces lumières, ces petites boules blanches qui traversent les champs, et là qui sortent des crop circles, et donc les Anglais, beaucoup de gens disent qu'elles sont liées quelque part à la création des crop circles. Bon, moi j'en ai pas la preuve, mais c'est très surprenant de voir, et nous on a mis 7 ans pour les voir, pour vous dire qu'on est aveugle, on les a cherchés, on les voyait pas. Et l'année dernière, en 2009, on a eu la chance de filmer
à 7 reprises, dans de très bonnes conditions d'une caméra professionnelle, on a pu les filmer en train de se balader au-dessus des crop circles. D'accord. C'est intéressant ça. Balls of light, on appelle ça en anglais balls of light. Est-ce qu'il y a eu des relevés faits au sol par les autorités? On va dire il y a plusieurs groupes scientifiques américains qui sont venus, qui ont fait des relevés au niveau du sol. Bon, ils ont trouvé des choses très curieuses, comme du plomb. Ils avaient trouvé des choses, ça avait fondu entre les nœuds, vous savez. Oui. Les nœuds avaient éclaté comme s'il y avait une chaleur externe. À l'endroit, vous savez, un petit peu comme les doigts, hein, Oui. au niveau de la phalange, les nœuds étaient éclatés comme du popcorn. Ah oui, en effet, oui. Vous voyez, donc il y a eu la preuve qu'il y a eu une source de chaleur externe. Oui. Vous voyez, il y a quand même des choses, et on s'est rendu compte aussi, scientifiquement, que le blé, l'année d'après, repoussait à l'endroit où il y avait le crop 2 fois plus haut. Ah d'accord. Vous voyez, donc vous avez les tiges de l'année précédente, vous avez des déformations au niveau, le crop, le blé, pousse beaucoup plus haut, que d'origine. Vous avez aussi les traces. Vous avez le fermier va labourer son champ. Oui. On appelle les traces fantômes, la trace, on va dire, génétique, si je peux dire ça. Oui. Le champ est labouré, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vert, on ressème, et quand vous revenez l'année d'après, vous voyez toujours la trace fantôme du crop circle. Ah, c'est incroyable. Alors que le champ a été labouré. Ah oui, c'est bizarre. Donc, ce qu'on appelle les traces fantômes, vous voyez, vous pouvez voler, moi j'en ai vu, et on voit la trace de l'ancien crop circle de l'année précédente. C'est incroyable. Alors que le champ a été labouré et ressemé. Donc, vous voyez, il y a quand même des traces physiques très curieuses. Et il y a des laboratoires américains qui ont fait des recherches sérieuses, donc qui ont démontré qu'il y avait une source de chaleur externe. Quels sont les endroits où on les trouve, ces crop circles? Alors, 90%, parce qu'il y en a un peu partout, il y en a aux États-Unis, en Australie, en Italie, mais en Allemagne, mais 90% sont concentrés autour, entre Stonehenge, c'est dans le Wiltshire, Avebury et la colline de Sebury Hill. Bon, c'est une localité qui n'est pas énorme, mais il faut savoir, c'est les plus grands champs de blé du monde, d'Europe, pardon. Et donc vous avez des hectares à perte de vue. Et vous avez donc cette région très mégalithique. On retrouve beaucoup de vestiges, Stonehenge, c'est très fait partie des 7 merveilles du monde. Et donc, et on les trouve là. Donc il suffit d'aller visiter Stonehenge, et vous êtes à quelques kilomètres du centre des crop circles. Et ça commence toujours au mois de mai dans le colza, comme je vous disais au début. Donc vous avez des crop circles dans le colza. Ensuite, juin, c'est vert, donc le blé il est vert. Et en juillet, août, avant que soit récolté le blé, il est jaune. Donc vous avez des crop circles. C'est pourquoi on voit des crop circles jaunes et verts. En ce moment, il est vert, le blé. C'est très très beau. Et en septembre, l'année dernière, pour la première fois, il y a eu des crop circles dans le maïs. En effet, Signs, avec Bill Gibson. Donc il y a eu 2-3 crop circles dans le maïs. Il faut imaginer le maïs comme c'est haut. C'est Imaginez humainement faire un crop circle là-dedans. Est-ce qu'on en a trouvé à l'extérieur de l'Europe? Oui, je vous dis, au Japon, aux États-Unis. Au Japon, oui, quand même, Mais bizarrement, 90% du phénomène est concentré dans le Wiltshire, en Angleterre. Est-ce que les crop circles que l'on trouve à l'extérieur, par exemple au Japon, sont à peu près les mêmes que ceux qu'on trouve? Oui, c'est différent. Oui, il y en a qui sont peut-être ils ont peut-être en France, Si, en France, bon, c'est suspect en France, peut-être un ou deux, comme en Belgique. Mais ça n'a rien à voir. C'est la progression des crop circles qu'il y a d'année en année en Angleterre. C'est une complexité, d'une beauté. Il y en a un ou deux à travers le monde qui sont beaux, mais voilà, ça reste. On ne sait pas pourquoi. Le mystère fait que ces 90% sont concentrés dans ce petit, on va dire, dans le Wiltshire. Et ça fait partie du mystère. Comme pourquoi le col de Vence. Je revenais je disais tout à l'heure, je fais la relation de certains sites. Il y a des sites dans le monde qui sont plus chauds que d'autres, comme vous avez Rennes-le-Château, qui est très connu. Pourquoi là, il y a des phénomènes d'ovnis, il y a des fantômes, il y a des histoires de trésors, de savoir, col de Vence, l'Angleterre c'est crop, dans le Wiltshire. Vous voyez, il y a des zones comme ça dans le monde, comme le Gulf Stream, vous savez, aux États-Unis, il y a des endroits comme ça qui attirent le mystère plus que d'autres.
quoi, le paranormal en général. C'est un peu comme l'histoire de la Dame Blanche. Voilà, et il ne faut pas oublier que lié à ces crop circles, beaucoup d'observations d'OVNI ont été faites. Ouais. Donc vous voyez, on retrouve, on ne peut pas avoir de crop circle au Col de Vence, il n'y a pas de blé. Hein. Mais vous voyez, c'est juste pour vous dire qu'à force d'enquêter, il y a des zones comme ça qui deviennent, avec les années, voilà, c'est des zones qui ont été choisies par un paranormal quelconque. C'est sûr. Pierre Bic, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah non, je suis ni un spécialiste dans le genre, hein, je veux dire, ce sont que mes compétences d'avoir pendant des années rencontré des gens qui m'ont appris ce que je vous raconte aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui est bien, en restant très modeste. Moi j'ai la passion de la recherche, du terrain surtout, je suis de l'ancienne formation, donc le terrain et surtout pas Internet. Donc le terrain, il y a que ça de vrai, et en allant sur le terrain, comme j'ai toujours dit, un pêcheur qui va attraper du poisson, c'est pas en restant chez lui devant son écran ordinateur, c'est sûr. en lisant des livres. Ça c'est certain. Ouais. Moi je vois au bord de la mer des gens qui pêchent toute la nuit pendant des années pour attraper quelque chose. Je pense que c'est pareil pour l'ufologie ou le paranormal en quelconque, il faut aller sur le terrain toute l'année, par tous les temps possibles, et on pourra obtenir modestement quelque chose, mais je pense que on est là pour apprendre. Hein. Tout à fait. On est là pour apprendre, et il n'y a rien de mystérieux. Je veux dire, aujourd'hui, le mystère pourra s'expliquer dans 30 ans, dans 100 ans, donc les gens qui disent que c'est une croyance, c'est bidon, c'est pas vrai, ou c'est truqué, il y a plein de choses qui vous entourent que les gens ne font plus gaffe. Vous vous rendez compte que les gens sortent de leur maison, ne savent même plus regarder le ciel. Ah, tout à fait. Il y a des gens qui n'ont jamais vu un satellite. Ah, tout à fait, oui. Ils amènent aux collègues et ils disent, oh, qu'est-ce que c'est? Non, un satellite. Ouais. Les gens ne regardent plus le ciel. Ah, les gens ne savent plus regarder autour d'eux. Donc voilà. Ils sont dans leur boulot dodo quotidien. Et nous, on fait l'inverse. Et c'est pour ça que modestement, on arrive à voir certaines choses qu'on expose aujourd'hui à travers notre travail au public. Et je vous dis, les crop circles, je suis tombé dedans maintenant. À la fin de mes jours, c'est à voir. Voilà. Donc vous continuez vos recherches? Tout à fait, parce que c'est passionnant. Et on est persuadé qu'il y a une cause qui est magique. Et c'est ça qui... Vous savez, tant qu'on n'a pas la réponse, on peut rêver. Oui, tout. Donc, des fois, j'aimerais pas avoir la réponse. Non, mais dans un autre domaine, le docteur Charbonnier, par exemple, avec qui je fais des émissions régulièrement, Jean-Jacques Charbonnier, commence à taper sur la table et dit, à moins d'être bouché, c'est ses mots, hein, à la télévision, il dit, à moins d'être bouché, on a des preuves, il y a des choses objectives, on ne peut pas les nier. Maintenant, il faudrait travailler plus en avant dessus. Le problème avant tout, je crois que c'est un problème humain. C'est l'humain déjà qui n'arrive pas à s'entendre. Tout à fait. Tous les bords, vous avez des jaloux, vous avez des gens qui sont malades, dans le sens que ils ont besoin de croire de suite tout ce qu'ils voient. Oui, c'est ça aussi. Ils gobent tout, donc vous avez des chercheurs sérieux, vous avez des scientifiques d'un autre côté, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Vous avez, il y a les sectes, qui s'emparent du problème des ovnis, ça c'est connu depuis très longtemps. Justement, c'est très dangereux de ne pas faire des recherches et de nier ces choses-là, parce que les sectes s'en emparent à un moment donné. Ah oui, mais vous avez vu, il y a même eu des morts. Hein. Ah oui, tout à fait. L'OTS par exemple, on vous fait croire que la vie est meilleure sur telle planète. Mais je veux dire, c'est malheureusement, oui, l'ufologie est malheureusement gangrénée par tout ça. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul, beaucoup de recul. J'ai rencontré beaucoup de monde à qui j'ai fait confiance. Et malheureusement, vous vous rendez compte que c'est pas facile le jugement sur quelqu'un. Comme je dis, le jugement, c'est quand même très difficile de porter un jugement sur quelqu'un. Mais bon, malheureusement, vous savez, il y a des gens qui sont venus me voir pendant plusieurs mois, puis d'un seul coup, qui me lâchaient. Des gens qui étaient très bien. Je pense que vous l'avez dit l'autre jour au téléphone. Oui. J'ai fait un petit voyage sur Mars. Et très sérieusement. Oui. Mais et vous il y a le doute. Vous dites, il me prend pour un fou. Il est très sérieux. La personne va vous dire, non, mais je me suis endormi et je me suis réveillé sur Mars et je suis revenu. Pouvez-vous m'expliquer ou m'aider? Non, le pauvre gars, je peux pas l'aider, quoi. Non. Voilà, donc je veux dire, il y a un mélange de tous les genres, et aujourd'hui surtout, Internet qui n'arrange pas grand-chose, qui fait que il y a des fausses infos qui circulent, il y a des fausses vidéos, des photos, vous savez, des infos qui sont balancées par des gens qui ont des pseudos. Et moi je dis, allez sur le terrain. Voilà. Il faut beaucoup de discernement et d'objectivité, hein, c'est tout, d'observation. En vieillissant, je dis, moi j'ai fait des erreurs d'interprétation beaucoup plus jeune, que je reconnais aujourd'hui. J'avais cru voir un ovni, alors que c'était, vous voyez, un satellite Iridium. C'est un truc qui arrive dans qui s'allume pendant 5 secondes, qui s'éteint, on croyait, ça y est.
Bon, c'est normal, on est là pour apprendre. Bien sûr. Et bon, il y a beaucoup de choses comme le triangle, je ne peux toujours pas l'expliquer, mais je veux dire que le temps, c'est bien parce que ça permet de raisonner, et puis on est plus sage, et puis on comprend mieux les choses, et puis je vous dis, il faut aller vraiment sur le terrain. Oui. Ça coûte du temps et de l'argent, malheureusement, beaucoup d'argent, mais quand vous êtes à la rencontre du phénomène comme les crop circles, vous vous rendez compte que c'est autre chose de ce qu'on va vous dire, oui, c'est bidon, c'est une croyance, c'est nul, c'est... Non, allez sur place, et vous allez revenir 80% déjà convaincu que c'est du vrai, quoi. Tout à fait. Il faut faire la distinction entre le vrai et le faux. Et aujourd'hui, les gens ne sont plus vraiment capables de le faire. Aujourd'hui, c'est 90% des gens critiquent sans savoir. Tout à fait. Il y a des gens qui parlent des crop circles, ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Comment peut-on parler d'un phénomène? Mais bien sûr. Donc, je veux dire, et en lisant des livres, je veux bien, on peut lire des livres sur certaines choses, mais il faut aller sur place, comme tout avant de faire une déclaration. Ça nécessite un travail assez pointu. Hein. Tout à fait, oui, mais même pour le code de vence, on a eu des problèmes, des gens qui vous disent, qui sont, je sais pas où, quelque part en Europe ou à Paris, qui vont vous dire, au col, il n'y a rien, c'est bidon, mais ils sont jamais venus. Donc je veux bien qu'il n'y a rien, mais venez d'abord vérifier par vous-même. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose automatiquement non plus, je ne maîtrise pas ce qui se passe au col de vence, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a des phénomènes lumineux, est-ce qu'ils sont liés, d'abord, je peux vous dire, est-ce qu'ils sont liés au col de vence? On n'en sait rien. Alors par contre, justement, concernant le paranormal, on pourrait faire un peu de pub à M6 parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des émissions intelligentes à la télévision, mais il y a une nouvelle émission qui s'appelle Enquête extraordinaire. Il y a 3 ou 4 numéros qui viennent de sortir qui sont vraiment très très bien. Oui, le présentateur c'est Stéphane Alix. C'est ça, tout à fait. Que j'ai connu, oui, sur des plateaux de télévision. Ça, on peut dire que c'est assez sérieux. Oui, c'est bien, c'est quelqu'un que je connais un peu son histoire, son parcours. Quelqu'un qui est quand même très sérieux à ce niveau-là, qui a une histoire personnelle. Donc je comprends très bien ses motivations aussi, personnelles, à travers ça. Mais quelqu'un de très très bien, très sérieux. Et oui, c'est bien, c'est pouvoir traiter un sujet qui n'est pas facile, pas évident. Ouvertement, ça serait bien aussi un jour qu'on ait, comme aux États-Unis ou en Angleterre, des émissions sur les ovnis. Tout à fait. Qui sont diffusées en prime à 20h30 avec un présentateur célèbre et qui se mouille et qui montre des faits comme nous on fait. Après notre travail, on montre que des faits, on n'interprète jamais. Par rapport justement à cette émission, à ce magazine, on a fait un pas en avant, je crois. Oui, tout à fait. Oui, mais il serait temps qu'on fasse des pas en avant. Ah oui, tout à fait. On vieillit, les années passent et on en savoir un peu plus quand même. Oui, non, le dernier en date du magazine, c'est sur les NDE. Il a été vraiment chercher les bonnes personnes. Ah oui, non, mais de toute façon, ça aussi, c'est passionnant, c'est un autre. Ah bah oui. Je peux en parler parce que j'ai aucune connaissance, je n'ai pas entendu parler, mais tout ça fait partie d'un savoir, d'une connaissance, et on est là pour comprendre, parce que franchement, hormis les religions ou les croyances, on ne sait pas d'où on vient, pourquoi on est là. Oui, en fait, les religions nous le disent depuis le début, mais la base est réelle. Après, c'est tout ce qui s'est mis autour des religions, le pouvoir, etc., etc. Le problème d'ufologie en France, c'est la même chose. Vous avez, dans les religions, vous avez un Dieu. Bon, l'humain, il a fait en sorte qu'il y en a 50. Différentes croyances, et ça fout des guerres, tout le monde se tape dessus. Les ovnis, c'est pareil. Vous avez un dieu, et vous avez des ovnis de l'autre côté. Ils sont là, et sur Terre, on a créé des associations, des groupes, des machins trucs, et tout le monde se tape sur la gueule dessus. Tout à fait. Et le même problème. En réalité, tout est universel. Tout est là pour être partagé. Et tout voilà. Cerise. Tout le monde veut la cerise sur le gâteau, alors cerise à prendre. On est là pour comprendre. Après, bon, qu'on n'ait pas les mêmes points de vue, chacun fait son groupe. Mais tout le monde se tape dessus, comme les religions. Ça fait des guerres, et personne n'est jamais d'accord sur ce Dieu, son interprétation. Mais le problème est toujours le même. Exactement. Où vous habitez, sur une petite boule bleue, dans cette immensité, ce mystère complet, pourquoi on est là, où on va, qu'est-ce que ça va donner, on n'en sait toujours rien. Tout à fait. Et que la vie existe même, j'en ai pas la preuve, mais existe certainement ailleurs. Il y a des évidences, hein. Mais de toute façon, il y a des évidences quand même. Quand vous regardez la multiplication des milliards de vies qu'il y a sur Terre, bien sûr, bien sûr. Du petit, du microbe jusqu'au dinosaure, je pense que ça existe bien ailleurs. Oui, tout à fait. Pierre Bic, est-ce que vous avez un site internet où on peut trouver justement toutes les informations sur vos recherches? Oui, c'est www.coldevance.com. www.coldevance.com. C'est coldevance.com. D'accord. Coldevance rattaché. Eh bien, j'espère vous retrouver très prochainement sur cette antenne.
Et je vous souhaite une bonne enquête. Oui, ben là, on repart dans 10 jours en Angleterre et on repart cet été 3 semaines. Ben, vous viendrez nous en parler. Oui, tout à fait. Et puis si vous avez besoin de savoir des infos sur Nice et sa région, le col de Vence, quand on aura un peu d'infos, on pourra vous la transmettre aussi. D'accord. C'est très très calme de ce côté-là, vous voyez. Donc, il y a des époques comme ça où c'est calme et puis ça revient. Le calme avant la tempête. Ben, j'espère. À bientôt, Pierre Bic. Je vous remercie. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Nous étions en compagnie de Pierre Bic sur Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.